fille de jouer petite fille. Autobiographie. J'ai survécu le régime Khmer Rouge à l'âge de 6 à 10 ans. J'ai mis 27 années avant de me décider à terminer ce récit. Les souvenirs incrustés au plus profond de mon être qui me tourmentent encore dans des cauchemars quasi quotidiens. Les Khmer Rouges ont volé mon enfance. Ils ont volé ma vie. En écrivant ma propre histoire, j'espère me délivrer de ce passé. Je souhaite porter témoignage, être la porte-parole de ceux qui ont été massacrés et ont succombé sous le régime Khmer Rouge de 1975 à 1979, car eux ne pourront jamais témoigner. Le régime Khmer Rouge était à la fois totalitaire, basé sur un système d'élimination raciale et irréel. Le monde joyeux de l'enfant que j'étais a été remplacé par un monde de terreur, de persécution, de famine, de souffrance, d'humiliation, de désespoir et d'incompréhension. La réalité quotidienne, la vie même, s'est transformée en cauchemar. Ce cauchemar allait se dissiper. J'allais sortir de cet enfer en me réveillant. Mais le temps passait, le désespoir nous accablait, le système totalitaire nous paralysait. L'arrivée des Khmer Rouges, avril 1975. Je dormais encore quand tout à coup, un bruit énorme, étrange, qui faisait tout trembler me réveilla brutalement. Mon cœur battait très fort et très vite. Je cherchais Banvi, ma grande sœur. Elle n'était plus là. Alors que je me précipitais dehors vers le devant de la maison, je vis maman qui se tenait au balcon avec mes grands frères et ma grande sœur. Ils regardaient tous en bas, vers la rue. Mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Me demandai-je. Ces vacarmes étranges, ils continuent à tirer aussi vers le balcon. Aussitôt, je fus dans la confusion totale, car il y avait un défilé de chats et de gens en complet noir et ornés de foulards rouges au cou. Cela m'impressionnait parce que je n'avais jamais vu un pareil spectacle devant chez moi auparavant. Mais ce qui me terrifiait particulièrement, c'était que ces gens bizarres criaient si fort en brandissant le fusil de haut en bas. D'autres tiraient un peu partout en l'air hargneusement. Je me cramponnais alors à maman. Entre ses jambes, je me sentais en sécurité. Et encore plus quand elle mettait ses bras autour de mon cou, comme pour me consoler. Soudain, un char s'arrêta juste devant chez nous et le cortège s'interrompit. Je voyais le canon du char se tourner vers nous. À ce moment précis, je n'entendais plus d'autre bruit que le grincement du char rouillé. Il pointait son canon dans notre direction. La rue devenait étrangement silencieuse, comme si le temps soudain se suspendait. Au même moment, je sentais qu'on tirait mon bras et je me rendais compte que c'était maman qui me tirait vers le bas. Nous rentrâmes tous et nous nous accroupîmes, tête contre le plancher, dans un coin à l'intérieur de la maison. Maman m'appuyait sur la tête pour m'empêcher de me relever. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Encore moins
pourquoi on se mettait dans cette position, car d'habitude, cela correspondait à un jeu qui s'appelle la poule couveuse. Ce jeu consiste à mettre un joueur accroupi sous un drap au milieu des autres joueurs. Ensuite, on fait venir quelqu'un qu'on a mis à l'écart pour deviner qui est placé sous le drap en le touchant ou en lui faisant chanter le chant de la poule. Normalement, quand on joue à ce jeu, on crie de joie, mais ce jour-là, au contraire, je sentais plutôt de l'angoisse. Peut-être parce que je comprenais en voyant l'expression du visage ferme et terrifié de maman. Et ce silence, un silence inexplicable. Quelques instants plus tard, le bruit de moteur mêlé à des cris et des crépitements de fusil qui ralentissaient de nouveau brisa le silence. Mais nous restions à l'intérieur jusqu'à la fin du défilé. Les yeux rouges et luisants de maman me faisaient comprendre qu'elle pleurait, car j'avais souvent l'occasion de la voir pleurer dans sa chambre lorsque papa ne rentrait pas à la maison. Il a trompé souvent, pour ne pas dire tout le temps. Je me souviens d'un matin, alors que je rentrais dans la chambre comme tous les matins, je la surprenais en train de pleurer en l'absence de papa. Me voyant arriver, elle s'efforçait d'essuyer ses larmes et me souriait en me prenant dans ses bras, comme si de rien n'était. Je sentais bien qu'elle était malheureuse. Et sans le vouloir, elle me rendait triste moi aussi. Non pas parce qu'elle m'avait fait du mal, mais par son silence. J'aurais voulu qu'elle se confie à moi, mais elle était si discrète et réservée. Ou peut-être me croyait-elle trop petite pour comprendre. Et plus tard dans la journée, lorsque papa rentrait, je comprenais malgré la discute très discrète qu'il avait été avec une autre femme la nuit précédente. Je lui en voulais pour ça, pour sa peine à elle. Mais ce jour-là, j'étais consciente que maman ne pleurait pas à cause de papa, mais à cause de son absence au moment où elle avait besoin de lui. Il devait lui manquer. Peut-être qu'elle n'aurait pas pleuré si papa avait été là, car elle se serait sentie en sécurité comme moi quand j'étais avec elle. Pourtant, malgré la présence de maman, papa m'avait manqué également. Et je ne saurais expliquer pourquoi, mais je ressentais la triste impression que désormais ma vie allait changer. Ce matin-là, la famille restait silencieuse. Maman ne parlait plus que pour nous rappeler de ne pas sortir au-delà du portail. Et j'ai appris que papa était parti très tôt ce matin à son travail. Je ne me souviens plus de ce que faisaient mes frères et sœurs, mais en tout cas moi, je jouais avec ma chienne qui était dans la cour. Je ne sais pas de quelle race elle était, mais elle était drôle et attachante. Quand elle demandait à manger, elle se relevait sur ses pattes de derrière et mettait les pattes de devant l'une contre l'autre pour avoir quelques bouchées de gâteau. Je pensais à elle quand je n'aimais pas quelque chose ou lorsque je n'arrivais pas à finir ce que je mangeais,
car c'était un festin pour elle. Mais malheureusement, elle avait une maladie de peau qui lui faisait tomber presque tous ses poils et lui donnait un aspect de laideur qui ne plaisait pas forcément à la plupart des gens qui la voyaient pour la première fois. Pour moi, elle était ma préférée entre tous les chiens. Pendant que je jouais avec Chip, certaines scènes de ce matin me revenaient souvent et je revoyais le visage triste de maman. Cela me chagrinait beaucoup. Et de temps en temps, je me relevais la tête pour regarder le drapeau blanc pendu par-dessus le balcon et qui bougeait au gré du vent. Vers la fin de l'après-midi, papa rentra, mais pas seul. Il était accompagné de 3 hommes en tenue noire avec le foulard rouge au cou, comme ceux qui avaient défilé dans la matinée. L'un d'entre eux paraissait bien connaître papa. Il avait l'air gentil parce que quand papa était venu me caresser la tête à son arrivée, il souriait. Les autres, par contre, me semblaient sévères et méprisants. Ils montèrent tous dans la maison. Après un moment, par curiosité, je montai aussi. En haut des escaliers, je les entendais rire et j'entendais le bruit de leurs pas. Les voyant en train d'essayer les uniformes militaires de papa, je me tenais à la rampe d'escalier et je restais alors à les observer s'admirer. Papa leur donnait tout ce qu'ils demandaient. Il lançait des regards furtifs sans cesse autour d'eux, d'un air à la fois admiratif et méprisant. Lorsqu'ils eurent ce qu'ils étaient venus chercher, ils repartirent avec papa en me laissant pensive et troublée. La nuit tombée, papa n'était pas rentré. Je guettais son arrivée car je voulais lui demander beaucoup de choses à propos de ce qui s'était passé dans la journée. Mais sans le vouloir, je m'étais endormie. La ville, vidée de ses habitants, semblait une ville fantôme. Le lendemain matin, à mon réveil, ma sœur n'étant plus au lit, je me rendais compte que la matinée était bien avancée. Donc, je me dépêchais d'aller voir papa dans sa chambre. La déception était grande. Il n'y était pas et le lit était déjà fait. En fait, il n'y avait personne à l'étage, ni dans la chambre de mes parents, ni ailleurs. La panique me gagnait subitement. Désespérée, je traversai le salon en pleurant de peur d'être abandonnée. Mais à travers mes pleurs, j'entendis la voix de ma sœur venant d'en bas, dans la cour, qui appelait Chip. L'espoir me revenait. Je descendis vite les escaliers et tout le monde était là. Maman me prit dans ses bras et me consola. « Ne pleure plus, je suis là », me dit-elle. Sur le coup, j'étais tellement contente de retrouver maman que j'oubliais l'absence de papa. Mais cela ne me prit pas longtemps pour la remarquer. Je demandais alors à maman « Où est papa ?» Elle me répondit qu'il était parti travailler très tôt et qu'il reviendrait dans quelques jours. Déçue, j'attendais avec impatience de le revoir. Ce matin-là, la rue était bien déserte. Un calme inquiétant s'y installait. De temps à autre, des marchands ambulants de pain et de nombanchok, pâtes de riz à la sauce de poisson à la citronnelle ou de poulet au curry, passaient car la plupart des Asiatiques mangent le salé le matin. Mais moi, je préfère plutôt le sucré.
Je me souviens que j'allais me procurer des bonbons et des petits gâteaux chez une tante. Elle avait son petit kiosque au bord de la route, juste au coin de chez nous. Mes grands frères, Anto et Banti, lui achetaient à crédit. Leur dette devenait de plus en plus importante. Aussi ma tante finissait par en parler à maman. En apprenant cette nouvelle, maman remboursait tout. Mais mes frères avaient reçu les fessées de leur vie. Quant à moi, elle ne m'a pas battue. Pourtant, j'avais aussi acheté à crédit, mais très peu. Quant à ma sœur aînée, Bonvie, elle commandait régulièrement par la fenêtre en douce aux voisins vietnamiens des gâteaux sucrés ou salés, bánh cuồng, bien chauds, tout juste sortis de la poêle, les faisant attacher avec une cordelette et les remonter dans notre chambre. Le vendeur habitait à une vingtaine de pas et les lui payait le lendemain. Moi, je n'avais plus qu'à me joindre à elle et à me taire. Mais il arrivait que Bonvie profite de ma naïveté pour me soutirer de l'argent en m'incitant à casser ma tirelire pleine à craquer de billets. Finalement, j'étais la plus riche puisque je ne dépensais pas trop. Il me suffisait de me taire sur toutes les actions de mes grands frères et ma grande sœur pour avoir ma part de gâteau. Je m'entendais mieux avec Banti qu'avec Banto. Banti était un frère attentionné. Il me racontait souvent des histoires qu'il avait lues alors que je ne savais pas lire. Il avait sa façon à lui de raconter, de telle sorte que j'arrivais à voir des images à travers ses descriptions, ses gestes et ses bruitages. Tandis qu'avec Banto, on ne pouvait pas jouer ensemble une journée sans se disputer. La matinée paisible jusque-là allait se transformer à l'heure du déjeuner. Des bruits de toutes sortes venant de la rue attirèrent notre attention à tous. Par curiosité et inquiétude à la fois, maman sortit de table et alla regarder les gens passer avec un air perdu, sans trop savoir quoi faire ni quoi dire. Moi, je n'avais plus faim. Je profitais de l'absence de maman et quittais la table pour aller observer ce qui se passait dehors aussi. Mes frères et ma sœur en faisaient autant. La rue se remplissait petit à petit de monde. Quelques instants après, un oncle venait parler avec maman. Il lui disait qu'il allait partir avec sa famille le lendemain matin à Sia, un petit village à la campagne, pas loin de Persat, où ses parents, Yinei, petite sœur de mon grand-père, vivaient. Il demanda à maman si elle et sa famille voulaient partir avec eux. Maman lui répondit qu'elle attendait papa. Soudain, j'entendis une voix venue de très loin et qui se rapprochait de plus en plus. J'avais du mal à comprendre car les mots arrivaient par saccades. Puis une voiture avec un haut-parleur arriva. La voix disait « Tout le monde doit partir de la ville vers la campagne provisoirement. » Mon oncle rentra chez lui et nous continuâmes à regarder les gens passer. Pendant les 2 jours suivants, la rue regorgea de monde jour et nuit. En attendant papa, nous restions la plupart du temps à regarder les gens passer dans un sens ou dans l'autre. Il y avait des riches et des pauvres reconnaissables à leur façon de s'habiller, à leurs moyens de transport et aux bagages qu'ils avaient. Il y en avait qui riaient, d'autres qui pleuraient, puis son enfant se mit à crier. Il appelait sa mère et son père. Torse nu, les cheveux grisâtres colorés par la poussière de la saison sèche, remués par le vent et par le trafic. Tout le monde le regardait pleurer avec un air de pitié, mais personne ne lui tendait les mains. Il devait avoir entre 3 et 4 ans. Il essayait tant bien que mal d'avancer, mais il se heurtait contre les autres. Les yeux pleins de larmes,
Tantôt il avançait, tantôt il reculait. Il trébuchait et tombait. Il pleurait, il bavait et le nez coulait. Adulte ou enfant, on ne pouvait pas être indifférente à ce drame. J'avais le cœur serré, mais j'étais impuissante devant la situation. J'en voulais à ceux qui le bousculaient. Depuis un moment que je ne voyais plus que lui. Tout à coup, une femme vint vers lui en lui tendant les bras. L'enfant cria et la femme cria. Dans les bras l'un de l'autre, ils pleurèrent de joie, puis ils s'en allèrent. Je fus très émue à tel point que j'allais me blottir entre les jambes de maman. Et puis, nous continuâmes à rester là, assis sur la table en bois de teck, à regarder les gens passer. Tout le monde partait, amis, voisins, proches. Petit à petit, les maisons se vidaient pour remplir les rues. Au troisième jour, la rue redevint déserte. Les maisons vides me donnaient un sentiment de peur, de hantise. N'osant plus sortir toute seule la nuit pour aller aux toilettes, je réveillais Bonvi pour m'accompagner. De temps à autre, une charrette passait dans la rue. Quant à maman, elle avait préparé déjà les valises, mais comme elle croyait revenir bientôt, elle avait pris très peu de bagages. Nous attendions toujours papa. Maman ne souriait déjà plus depuis quelques jours. Je doutais même qu'elle dormait la nuit. De par sa nature, elle ne parlait déjà pas beaucoup et encore moins quand elle avait des soucis. Mais j'avais appris à l'observer et à la comprendre sans rien lui demander. Par conséquent, je souffrais au fond de moi car indirectement, elle m'avait influencé dans mon comportement et je finissais par forger mon caractère à l'image du sien. Ma nouvelle vie, mon inconscience. Le lendemain matin, oncle Ri revint avec une charrette nous chercher. Cette fois-ci, maman décida de le suivre en laissant un mot pour papa. Je voulais prendre mon poussin, mais maman ne voulut pas. Elle disait que nous allions rentrer dans quelques jours. Nous laissions les chiens pour garder maison et poussin. Avant de partir, Ketchup nous priait sans arrêt, comme si elle voulait nous dire au revoir. À ma grande joie, Claude décidait de nous suivre malgré les interdictions de l'oncle Ri. Mais quand il ne vit plus la maison, il s'immobilisa un instant, tandis que nous continuâmes à nous éloigner au pas des bœufs. Tantôt, Claude se tournait vers la maison que nous venions de quitter, tantôt il se tournait vers nous, comme s'il hésitait, ne sachant s'il voulait nous suivre ou rentrer à la maison, car Ketchup n'arrêtait pas d'aboyer. Moi, je tendais les mains discrètement pour qu'il nous suive, mais soudain, il fit demi-tour et courut vers la maison. La route était très mauvaise. Les passages entre les bosses et les trous nous faisaient sauter. Et cela m'amusait beaucoup, car c'était bien la première fois que je montais dans une charrette. Insouciante, je m'apprêtais à sauter encore plus à chaque bosse pour faire rire tout le monde. Je préférais rester à l'arrière pour mieux admirer le paysage qu'à d'habitude. En voiture, je ne voyais pas grand-chose parce qu'elle allait trop vite et était fermée. En charrette et au pas des bœufs, j'avais le temps de tout voir. Je m'amusais même à compter les trous sur la route. Puis, je m'y habituais. Au bout d'un moment, je finis par m'endormir sur les genoux de maman. Me réveillant devant une maison en bois sur pilotis, je fus complètement perdue durant un instant, car je n'avais plus aucun repère.
Je m'accrochais à maman par timidité. Soudain, une vieille femme sortit de nulle part et je reconnus que c'était Yenei, la petite sœur de mon grand-père. Elle nous invita à rentrer sous la maison et nous tendit du jus de noix de coco frais. J'avais très soif. La soif étanchée, Yenei nous fit visiter sa propriété. J'étais émerveillée de voir tant d'arbres fruitiers et surtout de voir qu'ils étaient grands et de diverses espèces avec une multitude de fruits pendus par-ci par-là. Moi, qui ne connaissais que des fruits, ce jour-là, j'eus l'occasion de connaître leurs arbres. Les jacquiers, les manguiers, les longaniers, les litchis, les tamariniers, les ramboutaniers, les cocotiers. Et puis, en allant plus loin, au-delà de sa propriété, un magnifique paysage se dessina devant nous. Des rizières verdoyantes bornées de palmiers à perte de vue. Je contemplais cette immensité avec un pincement au cœur de ne pas avoir papa à nos côtés. Mes yeux dérivant, cherchant à l'horizon à apercevoir notre maison de Posad, qu'à tout à coup, je ressentais de la nostalgie. Puis, maman m'appela. Ils avaient déjà commencé à rentrer alors que je rêvais encore à mon chez-moi. Arrivant devant les escaliers, j'appréhendais de les monter, car la pente raide et les marches très étroites d'environ 10 cm de large ne me rassuraient guère. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Cela me fit penser à la cabane dans la forêt de mes parents, là où papa allait chasser. La région s'appelle la forêt Ronim. C'est une région boisée, très dense, avec de gros arbres de teck. Je me souviens que la maison était toute en bois, construite sur de très hauts pilotis. L'absence d'escalier devait nous protéger des animaux sauvages. Je me souviens d'une fois où il nous avait laissés dans la cabane pour aller chasser avec ses soldats. Ce jour-là, nous avions vu des animaux qui passaient juste en dessous de nous. Un tigre même était venu rôder. Heureusement que les hommes avaient enlevé les escaliers en bois, autrement je n'ose même pas imaginer qui se serait passé. Mais de toute évidence, en attendant le retour de papa, il ne fallait pas parler fort et depuis le haut, nous observions ce tigre à travers les trous du plancher. Il me semblait énorme, car c'était bien la seule fois que j'en voyais un en vrai de si près. Après s'être reposé un long moment, il s'en alla. Mais soudain, j'entendis des coups de feu dans la forêt. Et peu de temps après, papa et ses hommes rapportèrent des biches et un tigre. Papa disait qu'il avait eu pas loin de là. Et lorsque maman lui a raconté qu'il y en avait un qui était venu dormir sous la cabane, il en déduisit que c'était sûrement celui-là. J'avais du mal à imaginer que ce tigre qui m'avait impressionné il y a peu de temps pouvait être aussi vulnérable. Je compris alors l'ampleur du danger que courait papa quand il partait chasser. D'ailleurs, maman avait raconté qu'il s'était fait renverser par un rhinocéros lors d'une journée de chasse. Il avait perdu ses dents de devant. C'est pourquoi ils étaient remplacés par de fausses dents. Cette journée de chasse m'avait beaucoup marqué. Pour revenir aux escaliers de Yenei, j'ai dû ramper pour monter ces marches, car je n'arrivais pas à garder l'équilibre en restant debout. Heureusement que ce n'était pas aussi haut que la cabane de papa. Dans la maison,
Le salon vide paraissait grand et le parquet était fait de planches en bois ciré. Quant à la cuisine, le plancher en bambou laissait des trous réguliers au travers desquels on pouvait voir les chiens qui venaient chercher les œufs qu'on jetait à l'heure des repas. La région de Sia était toute nouvelle pour moi. Au début, cela m'amusait. Je passais mes journées à me balader entre les arbres avec mes cousines et mes cousins. Dès qu'il pleuvait, on se douchait avec l'eau de pluie et on allait ramasser des mangues mûres qui tombaient au pied des arbres. Nous étions encore hébergés chez Jenei et ses enfants. Pour le moment, les parents et les grands travaillaient les champs pour leur compte. Mais ils étaient déjà organisés en groupes de vingtaine de personnes et chaque groupe avait son chef. Maman travaillait avec le groupe de Jenei. Cette dernière était très gentille. Elle lui apprenait tout sur le travail de la terre, sur la vie paysanne. Et avec de la bonne volonté, maman s'était très vite adaptée à cette vie, même mieux encore que certains paysans. La saison de pluie venue, les rizières inondées étaient bonnes pour la croissance des semences. Et bientôt, ce fut le moment du repiquage de riz, car, contrairement au blé, le riz se cultive en 2 étapes successives, semaille et repiquage. Maman m'amenait souvent au travail. Il y avait d'autres enfants qui venaient aussi avec les parents. La plupart du temps, nous restions sur notre perchoir à regarder les parents travailler à cause des plaines inondées. Ce que j'appelle leur perchoir était un genre de cabane ouverte des 4 côtés sur pilotis, assez haute pour se mettre au sec, entièrement faite de bambou et la toiture de feuilles de palmier. La vue panoramique d'en haut était encore plus belle. Je ne me lassais pas d'admirer ce beau paysage, surtout de bon matin, à la fraîche. Les rizières alors dansaient au gré du vent. Plus singulier encore était le bruit lointain des pots en bambou qui s'entrechoquaient à vide. Des hommes montaient au palmier pour aller chercher du jus. Et plus spectaculaires encore étaient les techniques qu'ils employaient pour passer de palmier en palmier quand ceux-ci étaient situés côte à côte. C'étaient de vrais acrobates qui travaillaient sans aucune sécurité à environ 15 mètres du haut. Je les voyais traverser d'arbre en arbre à l'aide d'un tronc de bambou qu'ils avaient posé entre les 2 arbres pour éviter les descentes et les remontées à chaque arbre. En attendant maman, je m'amusais à sauter de bambou en bambou avec les autres enfants, car le plancher était très espacé. Mes pieds étaient trop petits pour pouvoir marcher entre les bambous. Je devais faire constamment très attention de bien les poser sur les bambous même, faute de tomber dans le vide ou me faire mal en passant entre eux. Au début, j'appréhendais, mais à force, cela m'amusait. En dehors des heures de repas, maman venait de temps à autre se faire enlever les sangsues de ses jambes. Cette bête, avec son aspect plutôt noir, gluant et grossi disproportionnellement à sa petite taille initiale, après s'être rassasiée de sang, m'effrayait terriblement. Et elle m'effraie encore, même dans mes rêves de tous les jours. Pourtant, je m'efforçais de cacher ma peur. Je souhaitais impressionner maman car j'étais bien quand je la savais près de moi. Parfois, les autres enfants ne venaient pas, mais cela ne m'ennuyait guère car je savais que maman avait besoin de moi. L'enquête des Khmers rouges. Papa, prisonnier évadé.
Nous étions bien loin du provisoire de 3 jours annoncé dans les haut-parleurs. Nous ne parlions plus déjà de papa, ou du moins pas en ma présence. Quant à moi, j'avais l'impression de tout comprendre, de tout deviner. La plupart du temps, j'écoutais les conversations des grands et je me taisais. Nous continuions notre vie sans avoir osé demander à rentrer chez nous, car tout semblait déjà impossible. Je gardais en moi tout ce que j'avais entendu et ne le révélais jamais à personne. La vie de paysan se prolongeait naturellement et par la force des choses. Un matin, alors que nous nous apprêtions à vivre comme tous les jours de la semaine, plusieurs hommes armés de fusils habillés en noir, avec des foulards rouges, vinrent s'installer dans la cour de la propriété de Yenei, ou plutôt je devrais dire son ex-propriété, car elle avait été mise en collectivité. Ils patrouillèrent autour de la maison. Yenei essaya de leur demander la raison de leur venue, et ils lui répondirent qu'ils nous protégeaient contre les prisonniers évadés. Pour attirer leur sympathie, Yenei me demanda d'aller leur servir à boire. Et pendant que je les servais, l'un d'entre eux demanda à l'autre « C'est sa fille ?» L'autre lui répondit « Peut-être ». Sur le coup, je n'avais pas compris, mais c'était seulement quand j'ai entendu Yenei chuchoter avec maman que j'ai compris que papa faisait partie des prisonniers évadés. J'avais terriblement peur pour maman, car il n'arrêtait pas de la mater, et il faisait des clins d'œil entre eux quand elle passait leur servir à boire, et je n'aimais pas ça. Mais je me contrôlais. Les yeux de maman luisaient. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari. Elle devait être à la fois heureuse et inquiète. Heureuse parce qu'elle savait qu'il était encore en vie, mais inquiète parce qu'elle avait peur qu'il ait été capturé. En tout cas, c'était ce que je ressentais. Selon moi, maman avait l'air d'être sereine et plus forte qu'auparavant car elle se nourrissait de l'espoir de revoir un jour son mari. Dans la famille, nous étions terrorisés. Il nous surveillait nuit et jour pendant 3 jours. Toutes les nuits, nous devions aller dormir très tôt et il nous était interdit de nous parler et encore moins d'aller nous soulager. Personne ne devait s'absenter de la maison. Au 4e matin, ils avaient tous disparu sans avoir donné aucune explication et sans saluer personne. C'était bien leur façon d'opérer pour ne pas se faire remarquer. Nous nous demandions tous pourquoi ils étaient partis aussi subitement. Est-ce parce qu'ils avaient trouvé papa ou est-ce parce qu'ils en avaient assez d'attendre là sans rien voir venir? Nous nous interrogions. En fait, maman pensait qu'ils étaient venus nous surveiller à cause du mot que maman avait laissé pour papa avant notre départ. Quant à nous, il nous restait un espoir. Nous savions au moins qu'il était vivant et cela nous réconfortait énormément. Partant de cette idée, l'espoir de le revoir un jour nous faisait vivre avec ardeur. L'absence de nouvelles de lui nous laissait une lueur d'espoir. Il était peut-être encore en vie. Organisation d'Ankara. Autorité virtuelle qui commandait les Khmers rouges. Les jours passaient et nous vivions maintenant sous la direction d'une famille Khmer rouge qui se disait appelée les libérateurs anciens, parce qu'ils se considéraient comme les sauveurs du peuple et les premiers à vivre sous le régime communiste. C'était une très grande fierté qui ne cherchait pas à se cacher, mais au contraire, ils s'en vantaient à chaque occasion. En aucun cas,
il ne fallait les appeler les Khmers rouges parce qu'ils n'aimaient pas ce mot. Et nous, ils nous appelaient les nouvelles ou encore les capitalistes en poursuivant leur logique. Ils faisaient construire des huttes au milieu des champs pour les familles nouvelles comme nous. Notre hutte se situait sur l'ancienne terre de Yenei, juste après son verger. C'était en plein champ, mais la terre était limitée par des clôtures de petits arbustes et de bambous tout autour. La hutte était surélevée d'environ 1 mètre de hauteur par des piliers de bambou. Le plancher était tapissé de bambou, tandis que le toit, les 4 murs et les fenêtres et la porte étaient couverts de feuilles de palmier tressées. On avait une petite terrasse couverte et un toit avancé pour le coin de cuisine. Grâce à Yenei, on était un peu privilégié par rapport aux autres familles nouvelles, lesquelles étaient placées au milieu des champs déserts, côte à côte sans aucun arbre. Il y avait une famille par hutte, et un lopin de terre était donné pour se faire un petit jardin privé en dehors des heures de travail. Tout le monde travaillait pour la collectivité. Au début, les Khmers rouges nous distribuaient de la nourriture et des accessoires ménagers pour nous faire la cuisine nous-mêmes. C'était très bien. On vivait heureux, ou du moins, je me sentais apaisée. Mais peu de temps après, le régime se durcit. Tout était centralisé. Interdiction de cuisiner chez soi. Les accessoires ménagers étaient réquisitionnés, à l'exception d'une théière qui nous permettait de faire bouillir de l'eau pour boire. À la place des casseroles et des assiettes, ils nous distribuaient à chacun une gamelle et une cuillère pour aller manger au réfectoire. Notre maison se situait environ 1 kilomètre du réfectoire. Pour y arriver, il fallait traverser un petit chemin de terre bordé de grands arbres fruitiers. Et pas loin de chez nous, sur le même chemin de terre, à gauche, une mare pleine de nénuphars nous servait de point d'eau quand elles n'étaient pas séchées par le soleil d'été. Puis un peu plus loin de la mare, au-delà de la clôture, il y avait un cimetière avec son silence terrifiant. Ce chemin avait toujours été mon cauchemar. D'ailleurs, il reste toujours mon cauchemar jusqu'à présent. Chaque fois que je le traversais, j'avais la chair de poule, les yeux écarquillés, les oreilles attentives au moindre bruit. J'étais prête à courir. Je devais pourtant le traverser toute seule pour porter les gamins de la famille avant l'heure des repas. Maman, bon oui, bon Tốt et bon Thi venaient les chercher à leur retour du travail le soir, car ils mangeaient au travail le midi. Tous les jours, je devais traverser ce chemin 2 allées et retours minimum si mon groupe ne travaillait pas au village. Et à chaque passage, j'avais la même peur intense. Et surtout le soir, ou quand il faisait gris, parce que le chemin devenait vite très sombre à cause des vergers qui absorbaient toute la lumière. Arrivé au milieu du chemin, au niveau du cimetière, j'accélérais mes pas sans oser courir de peur que les fantômes ne me poursuivent, car j'avais entendu dire qu'il ne fallait pas courir faute d'attirer l'attention. Mais le silence du cimetière, le frottement des branches d'arbres qui faisaient remuer leurs feuilles au-dessus de ma tête me faisait trembler de peur. À cause de mon imagination débordante, je sentis un jour une sorte de fourmi au niveau du cuir chevelu. Aussitôt que j'avais dépassé cet endroit et que j'avais atteint la clairière de la mare, je marchais à reculons
pour m'assurer qu'il n'y avait aucun fantôme qui me poursuivait. Et ensuite, je me mettais à courir à toute vitesse, sachant que la maison n'était plus loin, juste au coin du chemin, cachée par les bambous. Parfois, il m'arrivait d'entendre des voix qui m'appelaient, mais je n'osais pas me retourner. C'était devenu une hantise quotidienne. Oui, à 6 ans, je travaillais dans un groupe d'enfants. Pour commencer, notre travail consistait à ramasser des bouts de bœufs dans des champs pour faire des engrais. Le travail lui-même n'était pas difficile, mais les conditions étaient pénibles, car nous devions parcourir les champs dont la sécheresse faisait peler la terre, autrefois boueuse, en laissant les écailles chaudes et rigides. À pieds nus, ces crevasses chaudes me faisaient très mal, mais avec le temps, la peau s'épaissit et une épaisse croûte se formait qui me permettait de mieux supporter les agressions extérieures. Bonvi et Bontout partaient travailler de plus en plus loin et ne rentraient presque plus à la maison. De jour en jour, la vie se dégradait. On ne mangeait plus assez. Les Khmers rouges incitaient les jeunes enfants à quitter la famille en leur offrant des repas plus copieux ailleurs que dans le village. Peu à peu, Bonvi et Bontout finissaient par ne plus rentrer à la maison. Quant à nous trois, maman, Bonti et moi, nous survivions le mieux que nous pouvions. Je devais garder une vache que j'avais nommée de Kuntai, ce qui signifie liseron d'eau. Au repas, on mangeait d'abord le potage avec le bouillon et on gardait le poisson pour partager équitablement à 10. Il nous revenait à chacun un petit bout aussi gros que notre pouce. J'avais une cousine appelée Sina dans mon groupe. Un jour où elle devait partager un bout de poisson, quelqu'un avait pris ma part pendant que j'allais chercher de l'eau. Je lui en voulais car elle devait me le garder. Je la tenais pour responsable et je partis en pleurant à la maison. Le lendemain, maman m'a fait rencontrer une fille de mon âge, Mot, qui était la fille de sa collègue de travail. Très vite, nous sommes devenus amis. Frères et sœurs entre la vie et la mort. Pour la suite gratuitement, cliquez sur subscribe. Ne restez plus dans le silence. Que ceux qui ont survécu de cet enfer me rejoignent pour témoigner votre propre histoire tour à tour, pour sensibiliser les jeunes générations afin d'éviter que ce régime ne puisse plus jamais revenir ni au Cambodge, ni ailleurs dans le monde, car le risque est bien encore présent. Contactez-moi au 06 71 37 94 72 par mail alinelacoste69@gmail.com. Je viendrai recueillir votre témoignage chez vous si vous ne pouvez pas vous déplacer. Il ne s'agit pas de politique. Grand merci à vous.